Ok, bah du coup, aujourd'hui, on va parler du tunnel du livre et la stratégie pour dénicher et pour trouver un puits infini de clients. Donc, ce cours, c'est pour les freelances et agences qui ont déjà des clients. Donc, c'est ce que je disais à Léna là, juste à l'instant. L'idée, c'est d'avoir déjà des clients et avoir déjà un pied dans le milieu, d'avoir une certaine expérience dans le domaine dans lequel vous êtes en train de vous développer en tant que freelance. euh, pour avoir déjà cette expérience et pouvoir consolider votre expérience et aller au niveau supérieur pour avoir des clients vraiment, pour vraiment scaler en fait. Donc, ça peut être copywriter, ghostwriter, no-codeur, designer, web developer, tout ce qui est freelance et agence sur Internet globalement. Alors, le but de la conférence, c'est de donner des stratégies pour scaler ton activité et atteindre le palier de 100 000 euros par an ou plus. Et en fait, 100 000 euros par an, ça paraît beaucoup et à la fois, c'est pas tellement beaucoup. Si vous avez une offre de service, de prestations, d'accompagnement, de coaching, de consulting, bah, finalement, si vous pricez une offre à plusieurs milliers d'euros, c'est assez vite atteignable. Il suffit de 20 clients à 5 000 euros pour atteindre les 100 000 ou 10 clients à 10 000 pour atteindre les 100 000. Alors, ça, c'est le but de la conférence, du coup. Et donc, moi, je vais vous raconter un peu mon histoire personnelle. Moi, j'ai commencé le freelancing en tant que copywriter il y a 3 ans officiellement. Je suis dans le copywriting depuis un peu plus longtemps, mais j'ai commencé vraiment en tant que freelance à ce moment-là. Et alors, j'avais commencé dans une agence. euh, donc, mes débuts, c'était dans une agence. Puis après, je me suis dit, bon, OK, c'est bon, on va se lancer à son propre compte. Et je me suis retrouvé là au chaos d'Internet. Alors, je savais pas comment commencer. Moi, j'ai commencé à faire la prospection, j'ai envoyé des messages sur LinkedIn, j'ai envoyé des emails, puis j'ai commencé à créer des contenus sur LinkedIn. Ça marchait pas du tout. J'avais 3 likes par post, c'était embêtant. Et les seules personnes qui commentaient, c'était d'autres copywriters, mais j'avais pas envie d'avoir d'autres copywriters qui commentent. Moi, je voulais mes clients, je voulais des entrepreneurs, je voulais des infopreneurs, des gens qui avaient une audience déjà installée et qui voulaient vendre leurs produits et qui voulaient convertir, augmenter leur conversion. Donc, j'étais un peu face là au chaos et il y avait beaucoup de choses à faire. Et en fait, j'étais dans un peu ce cycle que les freelances connaissent assez bien. C'est je prospecte, je crée du contenu, j'attire mon client. Donc, parfois, ça peut déboucher sur des discussions, ça peut conclure en closing et avoir une première mission, ou enfin, pas une première nécessairement, mais avoir une mission. Tu fais la mission et tu n'as juste plus le temps de faire de la prospection et de faire de la création de contenu. Et du coup, ce qui se passe, c'est que tu arrêtes la prospection et tu fais ta mission. Et une fois que ta mission elle est terminée, eh ben, tu dois recommencer et tu recommences de nouveau à zéro. Alors, l'algorithme LinkedIn fait que quand tu t'arrêtes pendant 2 mois, ben, tu recommences à zéro et la visibilité que tu avais, eh ben, elle est perdue en fait. Et ben, c'est un peu fatigant en fait de faire aussi parce que tu as beaucoup l'aspect aléatoire d'avoir un jour, enfin, un mois, tu peux avoir 4 000, 5 000, 7 000 euros de revenus. Et puis, tu peux enchaîner avec 3 longs mois où tu n'as rien du tout qui rentre. Et c'est hyper frustrant en fait. Euh, et alors, il y a le challenge de se dire, OK, mais comment est-ce que je me différencie de la masse et surtout, comment est-ce que je lisse mes revenus? Parfois, tu reçois des messages LinkedIn. Ouais, donc ça, c'était un gars que j'avais reçu, un gars qui est venu vers moi en me disant, voilà, j'ai vu ton profil, ça a l'air intéressant. Je te propose une rémunération entre 500 et 2 500 euros par mois. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce cas dans votre boîte LinkedIn, mais ça arrive encore assez régulièrement. Et alors là, tu te dis, bah, trop bien, génial. Moi, je vais prendre cette option. Enfin, je vais téléphoner avec lui. Puis en fait, quand tu te rends compte en discutant avec lui, tu fais son processus de recrutement, tu fais son call de 1h30 avec lui, puis finalement, après avoir fait un recrutement assez poussé, d'avoir fait un call avec lui de 1h30 et d'avoir fait un test, parce qu'il demande évidemment de faire un test pour vérifier que tu es un bon copywriter, et ben, tu fais le test de une journée, et puis finalement, il te dit, ouais, bah, du coup, voilà, je t'ai pris parmi tous les copywriters que j'ai sélectionnés, tu es tout content, tu es là, ouais, très bien. Et puis en fait, il te dit, ouais, du coup, ça va être 5 euros, 50 euros par email. Et là, tu es là, mais t'es sérieux, quoi. Genre, tout ce processus juste pour 50 euros brut par email.
Du coup, j'en avais un peu marre de ces prestations, genre à coup de 200 € par-ci, 200 € par-là, 200 € par-ci. Genre, c'est vraiment pas ça qui te fait bien vivre. Tu es hyper fort dans l'insécurité, tu as des aléas, des hauts et des bas tout le temps, et tu sais jamais d'où va venir ton prochain client. Et je ne sais pas si vous connaissez Maud Alaves, si vous êtes un peu sur LinkedIn, elle crée du contenu assez intéressant sur le personal branding. Et j'ai vu dans un de ses posts récemment qu'elle avait, donc c'était un récap de son année 2022, et qu'elle avait généré plus de 150 000 € de chiffre d'affaires en tant que solopreneur. En tant que solopreneur. Je me dis, mais ce n'est pas possible. Il y a d'office, ce n'est pas possible que Maud Alaves gagne 150 000 € sur un an en faisant des prestations de 50 € par-ci, 200 € par-là. Il doit y avoir un autre moyen. En fait, du coup, j'ai noté, j'ai pris mon livre, je me rappelle, j'avais pris mon petit carnet et j'avais noté tous mes objectifs en mode, bon, ça, je veux plus, ça, je veux, ça, je veux plus, ça, je veux, ça, je veux plus. C'est quoi mes objectifs? Alors, moi, je voulais des clients cool qui ont un chouette impact sur le monde, pas des dropshippers qui vendent à des abdos. Des clients qui payent bien, des clients qui respectent mon travail, des clients qui ne me demandent pas de faire 50 allers-retours parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, des clients qui ne sont pas en mode « bon, le travail, il arrive quand ?» mais plutôt des clients qui sont avec moi, qui travaillent avec moi et qui sont en mode « ok, faisons ça, je fais ça et tu fais ça » et qui se répartissent les tâches en mode « bon, on est une équipe plutôt qu'un prestataire ». J'en ai marre de passer mon temps à prospecter et à créer du contenu par obligation. C'est un truc, voilà, ce que je disais. J'en ai marre de ne pas savoir quand arrive mon prochain client. J'ai noté 3 gros objectifs sur mon petit carnet. Attirer des clients haut de gamme et choisir avec qui je travaille. Avoir un tunnel d'acquisition rentable sur publicité, justement pour avoir ce flux continu de clients prévisible. Créer une offre irrésistible entre 3 et 10 000 € en done with you, donc DWY, c'est en done with you et pas en done for you. Donc, la majorité des freelances aujourd'hui, c'est du done for you. C'est le principe de prestation de service. Donc, tu vas faire tout le travail pour eux. Moi, ce que j'avais envie, c'était de passer de prestation de service pure et dure à un modèle plus d'accompagnement, où je vais donner éventuellement des cours, je vais donner du coaching, je vais donner du consulting, je vais éventuellement corriger, passer derrière eux, mais que la grosse partie du travail, la partie entre guillemets chiante du travail, c'est eux qui la font. Et 10 mois après, eh ben, j'ai eu la chance de travailler avec des youtubeurs qui sont vraiment fantastiques. David Laroche, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un formateur, entrepreneur dans le monde du développement personnel, dans le monde du coaching et dans le monde de l'entrepreneuriat. Et j'ai travaillé avec lui sur la promotion d'un événement business. Je travaillais aussi avec Mind Parachute, qui est aussi dans le développement personnel, qui a une très chouette audience et qui, en fait, qui avait fait pendant 5 ans, il avait une audience, il avait fait des vidéos chaque dimanche, année après année. Il avait accumulé une énorme audience à ce moment-là, c'était 190 000 abonnés. Et après, en fait, il n'avait pas de produit, quoi. Donc, il a vu mon contenu, il a vu mon livre, mon petit livre, que je vais en parler juste après. Et il s'est dit, go, vas-y, je suis intéressé, on en discute. On a eu un call, puis après, on a travaillé ensemble sur la création de ces offres de formation et évidemment sur la création de ce tunnel de vente, donc email et donc page de vente et email de lancement. Ensuite, j'ai travaillé aussi avec Développeur Libre. Développeur Libre, c'est dans le monde de l'informatique, c'est le langage. Il enseigne aux gens comment développer des applications sur l'environnement iOS. Et tout ça, en fait, c'était grâce à un petit livre, un petit contenu, le petit contenu intemporel, parce que le livre, en fait, si tu le rédiges de façon à ce qu'il soit décorrélé de ne pas trop mettre des éléments temporels dans ton livre pour parler des concepts vraiment, j'ai envie de dire presque universels de la compétence que tu as, que ce soit le copywriting, que ce soit le développement d'applications, que ce soit faire du design, etc. Quelle que soit ta compétence, de prendre les concepts de ta compétence et de les appliquer et les mettre sous format d'un petit livre, en fait. Alors moi, mon premier petit livre, il était vraiment minuscule. C'était 34 pages. En fait, pour raconter l'histoire, à la base, c'était un lead magnet. Donc, j'ai dit, voilà, je vais faire 7 emails
pour faire un lead magnet, une petite formation par email en fait. Et après, progressivement, je vais les amener à acheter mon programme plus poussé. Et à mesure que je commençais à écrire mon lead magnet, donc email après email, je me suis dit, mais en fait, j'ai tellement envie de raconter plein de trucs dans mes emails. Je me rappelle, j'écrivais des emails, mais d'une longueur. Alors, maintenant, j'essaie un peu de me calmer, mais il y a un moment, c'était encore 3 fois pire. C'était des emails, mais ultra, ultra longs. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'en fais pas un contenu un peu plus long terme que juste des emails, en fait? Et donc, j'ai compilé ces 7 emails et j'en ai fait un petit livre et je les ai mis sur un Google Docs et ça fait 34 pages. Je me suis dit, bon, c'est pas très, très long comme livre, mais c'est pas grave. On va vendre ça sous le format. C'est vraiment psychologique, hein, finalement, parce que c'est juste vendre le contenu d'un email. Tu les compiles et t'en fais et tu le vends ça sous le format du livre. Et comme le livre, ça a une connotation, une valeur perçue quand même beaucoup plus grande, eh ben, les clients qui lisent ça, ils vont porter plus d'attention à ce contenu-là plutôt que si c'était des simples emails. Alors, comment ça se fait que certains gagnent 100 000 € par an et que d'autres peinent à gagner 10 à 15 000 € par an? Ça, c'était vraiment la question que je me posais à ce moment-là, donc avant d'écrire mon livre. Et je croyais vraiment que c'était une question de compétence, question de renommée. Est-ce que c'est la rareté de la compétence, la spécificité de la compétence? Est-ce que ça a à voir avec le nombre d'années d'expérience? Il y a beaucoup de gens qui pensent que je peux facturer un certain prix à partir du moment où j'ai facturé, à partir du moment où j'ai eu 5 ans, 10 ans d'expérience et on va se référer à des gens qui sont plus avancés dans notre milieu. Ils disent, voilà, ce copywriter-là, ce designer-là, il a 10 ans d'expérience et il facture autant. OK, bon, ça veut dire que moi, j'en suis à 3 ans d'expérience comparé à lui à 10 ans. Ça veut dire que je peux facturer plus ou moins autant en faisant une petite règle de 3 et En fait, c'est débile parce que tu vas te comparer simplement à un système où les gens, en fait, où tu ne te bases pas sur le client en tant que tel, tu vas te baser sur ce qui existe déjà. Il y a une citation de Robert Kiyosaki qui a écrit Père riche, Père pauvre, que j'aime assez bien. My poor dad said you need to know a lot about one specialty. My rich dad said you need to learn a little about a lot of things. Mon père pauvre disait tu dois te spécialiser. Mon père riche disait tu dois connaître un petit peu sur beaucoup de choses. Et qu'en fait, ce n'est pas tellement la spécialisation dans une compétence euh, qui te fait augmenter, qui te permet d'augmenter tes prix. Et en fait, là où j'avais vraiment tort, c'était de croire que quelqu'un allait m'autoriser à monter mes prix. Comme si je devais attendre un certain nombre d'années pour pouvoir me dire « Ok, c'est bon, j'ai fait 5 ans d'expérience, je peux monter mes prix. » Mais c'est qui le « je peux » ? Genre, je peux de la part de qui ? Des normes sociales ? C'est qui ce gars qui autorise ? Il n'y a personne, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de bureau d'approbation sur ce que tu peux fixer comme prix, en fait. C'est à partir du moment où tu comprends ce switch que en fait, tu n'es pas un employé, qu'il y a un employeur qui te dit « Ok, tu peux monter de grade, ok, tu peux faire telle chose et telle chose dans ton métier aujourd'hui. » Non, parce qu'en fait, tu es entrepreneur, tu es indépendant, tu es entrepreneur. C'est-à-dire que si tu veux facturer 15 fois plus cher, ben, tu peux. Si tu veux faire une offre qui mélange ta compétence, je ne sais pas moi, de copywriting, de designer avec du développement personnel, eh ben, il n'y a personne qui t'en interdit, en fait. Si tu veux mélanger les deux dans ton offre, si c'est une cohérence, si c'est logique, si évidemment, s'il y a un parcours client qui est logique, s'il y a une cible qui est cohérente à ça, ben, il n'y a personne qui t'en empêche. Eh ben, si tu as envie de créer un tunnel de vente comme un business en ligne, moi, c'est un peu ça qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand j'ai commencé à comprendre, comment j'ai commencé à voir toute la mécanique des tunnels de vente que typiquement les formateurs, je ne sais pas si vous connaissez Marketing Mania, qui vend des formations dans le marketing. Et lui, en fait, ce qu'il fait, son système, c'est donc il fait des vidéos YouTube, il incite les gens à s'inscrire par email, à sa liste email, et par email, il envoie des petites formations gratuites et du contenu par email pour inciter les gens à acheter sa formation payante.
Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce que je ne peux pas faire ça moi en tant que freelance? Genre, il n'y a personne qui le fait. Genre, si tu regardes sur LinkedIn, il n'y a personne qui fait ça. Et juste, ils créent du contenu. Et puis, le seul appel à l'action que les gens font, c'est… attends, je ne l'ai pas mis, je pense. Ouais. Le tunnel de vente classique, c'est les gens créent du contenu sur LinkedIn. Ils envoient, et le lien dans la description de leur profil LinkedIn, c'est appelle-moi, réserve un créneau Calendly, machin. Et alors là, ils font leur appel de closing et puis après, ils vendent leurs prestations. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je n'utilise pas un truc plus développé, quoi? Et c'est là que j'ai vraiment compris la force d'un livre. C'est en découvrant le livre de Russell Brunson, Dot-com Secret. Je vous recommande tous ce livre. C'est en point de vue culture générale, marketing en ligne, c'est une pépite. C'est là que j'ai découvert la première fois le concept d'échelle de valeur. Alors, le concept d'échelle de valeur, c'est un peu différent qu'un tunnel de vente. En fait, échelle de valeur, ça va être les piliers de valeur que tu vas fournir à ton client idéal. Au début, quand il vient de te découvrir, tu vas lui offrir un petit guide gratuit. Ensuite, tu vas lui offrir une petite formation d'une 50aine d'euros pour le mettre en confiance, pour le faire monter dans ton échelle de valeur, pour lui donner un peu plus de valeur qu'un simple guide PDF. Et l'investissement, du coup, va être un peu plus grand. Ça peut être une formation, ça peut être un petit coaching, ça peut être un petit service, ça peut être plein de trucs, en fait. Ça peut être un produit physique, ça peut être tout simplement tout ce que tu veux, si ça rentre dans ta logique ça rentre dans ta logique de ce que tu vas donner comme valeur. Ensuite, par exemple, ça peut être un programme un peu plus poussé, entre 200, 300, 500 euros, un programme de coaching sur 10 séances, un service un peu plus gros, un peu plus complet. Puis, ça peut être un gros service qui dure 3 mois, qui dure 6 mois. Et alors là, tu peux facturer jusqu'à 5 000, 10 000, 15 000, 20 000. En fait, il n'y a pas de limite. Russell Brunson, en l'occurrence, celui qui a écrit ce livre, alors lui, sa proposition de valeur, évidemment, c'est de créer des tunnels de vente pour les gens. Et donc, il a un service de création de tunnels de vente pour les entrepreneurs qui va jusqu'à 100 000 euros à payer en amont et 10% des ventes en rémunération, en commission. Donc, ça veut dire que le coût de sa prestation, c'est 100 000 euros plus 10% des ventes avec un maximum de 1 million de dollars. Donc, ça veut dire que le gars, il a réussi à faire grimper son échelle de valeur à un point où l'offre la plus complète, la plus poussée qu'il ait, soit 1 million de dollars. Alors, il explique un petit exemple dans son livre qui est assez marrant, c'est que la première fois qu'il a découvert ce concept d'échelle de valeur, c'est quand il a souscrit à une assurance de santé pour ses employés pour la première fois. Et il a reçu du coup, par la poste, un prospectus d'un dentiste en disant je t'offre un nettoyage de dents gratuit. Tiens, voilà, petit gratuit, c'est comme ça, je t'offre un petit nettoyage de dents. Russell, il s'est dit ah, trop cool, nettoyage de dents gratuit, ok, je vais aller chez le dentiste, trop bien. Pendant que le dentiste est en train de nettoyer ses dents, il dit Russell, vous êtes en train de. Vous fumez, non? Russell dit non, non, je ne fume pas, pourquoi? Ah, vous buvez du café alors? Non, je ne bois pas de café non plus, pourquoi? Ah, bah, parce que vos dents sont assez jaunes et ça arrive généralement chez les personnes qui fument ou qui boivent du café. Hein? Mes dents sont jaunes? Sérieusement? Oui, mais ne vous inquiétez pas, je peux vous faire un blanchiment des dents assez rapidement, euh, si ça vous intéresse. Rachel qui dit oui, oui, bien sûr, je veux un blanchiment des dents. Le dentiste continue à nettoyer les dents de Russell et puis il dit hey, vous avez eu un appareil dentaire quand vous étiez jeune. Russell qui fait ah oui, comment ça se fait que vous savez ça? Ah ben en fait, vos dents sont en train de se déplacer et ça arrive généralement aux personnes qui ont un appareil dentaire quand ils étaient enfants. Quoi? Mes dents sont en train de se déplacer? Mais ne vous inquiétez pas, Russell, je peux vous donner un dispositif de retenue pour vous empêcher que vos dents se déplacent. Et Russell dit bah oui, oui, je veux ça. Et donc, en l'espace de 1 heure, Russell, qui était rentré chez le dentiste pour un nettoyage de dents, il est ressorti avec plus de 2 000 $ pour un blanchissement des dents, pardon,
et un dispositif de retenue pour ses dents. Heureusement, il n'avait pas besoin de chirurgie, mais le dentiste proposait une chirurgie en plus complète pour 10 000 dollars. En sortant du dentiste, il y a sa secrétaire qui prend les informations de contact de Russell pour faire un rappel tous les 6 mois. Et donc, ça, c'est le programme de continuité. Donc, voilà l'échelle de valeur complète d'un dentiste. Et comme quoi, ça peut être applicable pas qu'au business en ligne, pas qu'au freelance, ça peut même être applicable à un boulangerie, ça peut même être applicable à un spa, ça peut être applicable à un e-commerce, ça peut être applicable à une startup de logiciels, ça peut être applicable à tout. En fait, l'échelle de valeur, c'est à quel point c'est des différentes offres qui vont être proportionnelles. Donc, au plus tu vas mettre de la valeur dans ton offre, au plus le prix va augmenter. J'ai inversé ici les deux, c'était valeur et prix. Bon, ça revient au même en fait. Mais bref. Du coup, là, j'ai réalisé un truc qu'en fait, mon activité de freelance, je ne dois pas la gérer en mode prospection, prestation, prospection, prestation, prospection, prestation. Mon activité de freelance, je dois la gérer comme un business. Ça veut dire que je peux créer un tunnel de vente pour acquérir mes clients de façon lisse. Alors, le problème avec les échelles de valeur des freelances, généralement, ce que je disais là tout à l'heure, l'échelle de valeur des freelances, généralement, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à prospection, appel de découverte, prestation. Et évidemment, si on pouvait supprimer ces deux premières parties, ce serait génial. Si on ne devait pas faire de prospection, pas faire de création de contenu, et pas faire d'appel de vente, et qu'on doit juste faire de la prestation de service, ce serait cool parce qu'on ne devrait pas se tracasser de créer du contenu, etc. Sauf que ça n'existe pas. Par contre, il existe du coup une façon, grâce à ce que j'ai découvert avec Dotcom Secrets de Russell Brunson, il existe une façon d'automatiser ton acquisition client et de rendre ça stable. Parce que ce qui est génial dans le livre de Dotcom Secrets, donc une des sections, la dernière section du livre, c'est la partie sur le logiciel ClickFunnels. Donc, pendant tout le livre, il t'explique comment faire des échelles de valeur et comment ces échelles de valeur, comment tu vas pouvoir faire des tunnels de vente à partir de cette échelle de valeur. Donc, l'échelle de valeur, c'est un peu le concept théorique, c'est un peu ta stratégie globale de ton business. Et les tunnels de vente, c'est vraiment pratico-pratique. Quelles sont la source d'acquisition, la source de conversion, la source de… Enfin, c'est quoi le vrai chemin, quoi. Donc, quelles sont les pages Internet qui vont se suivre les unes après les autres. Et donc, il va faire le lien entre échelle de valeur et tunnel de vente. Et donc, à la fin de son livre, donc il explique tout ça dans son livre en mode, voilà les échelles de valeur, voilà les tunnels de vente, voilà les différents tunnels de vente qui existent pour les différents types de business, pour les différents types de lancements, pour tous vos besoins business, en fait. Donc, il va vraiment passer tunnel de vente par tunnel de vente. Et à la fin de son livre, la section 5, c'est la section ClickFunnels. En fait, pendant tout le livre, tu te dis, waouh, c'est génial cette méthode de tunnel de vente, c'est génial, il faut que je l'applique dans mon business à moi, il faut que je mette ce tunnel de vente-là dans mon business. Mais le truc, c'est que je ne sais pas comment le faire. Est-ce que j'ai un outil technique qui me permet de le faire? Eh bien, Russell répond à cette grande question, la grande question de son livre, c'est « Ok, mais très bien, c'est cool les tunnels de vente, mais comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je le mets en place dans mon business ?» La conclusion finale du livre, ClickFunnels. Et ClickFunnels, c'est son logiciel de tunnel de vente qu'il vend entre 97 à 297 dollars. Ça a changé récemment, ils sont passés à entre 200 et 300 dollars. Et donc, c'est ça en fait. Le vrai but de son livre, c'est de t'amener, c'est de te former, de t'éduquer pour que tu sois prêt et enclin à utiliser son livre, à utiliser son logiciel ClickFunnels et que tu restes en fait. Le seul et unique but de ce livre est d'éduquer ses clients idéaux et les faire progresser dans son échelle de valeur. Et ça marche, ça marche. Ils ont, c'est un screenshot de leur site récemment, donc ils ont plus de 103 000 utilisateurs payants, donc ils payent entre 97 et 297 dollars par mois. C'est ça la vraie offre qu'ils veulent vendre, c'est l'offre high ticket, entre guillemets. L'offre haut de gamme. Et du coup, en fait, c'est ce que
au début de mon activité de copywriter, je me suis juste spécialisé parce qu'on te dit il faut te spécialiser sur un truc, machin. On commence sur la spécialisation de quelque chose. Mais je me suis dit, OK, très bien. Je vais me spécialiser sur les lead magnets. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire des emails de 7 emails, une formation par 7 emails. Donc, des micro-formations. C'était mon format de lead magnet. C'était des micro-formations par email. Et puis après, en travaillant avec mes clients, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres problèmes dans leur tunnel de vente et dans leur business. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des pages de vente qui ne convertissaient pas, il y avait pas d'upsell, il n'y avait pas de séquence email de bienvenue. Il y avait plein d'autres problèmes en fait, que je pouvais améliorer, auxquels je pouvais les aider en fait, pour développer leur business. Alors, j'ai conçu une nouvelle offre. Au lieu de me concentrer uniquement sur les lead magnets, j'ai créé un accompagnement destiné aux formateurs YouTubeurs pour automatiser complètement leur vente, allant du lead magnet, de la page de vente, des upsells, des séquences email evergreen et la conception d'offres irrésistibles. Ça, c'était mes 5 grands piliers de mon offre. Et j'offrais tout ça pour un total de 5 000 €. Donc, c'était une offre qui était en done with you. C'est-à-dire que c'était des cours avec des templates, des exemples PDF, etc. Il y avait plein de contenus, plein de contenus tangibles qu'ils pouvaient utiliser pour directement le mettre en application. Il y avait des coachings et il y avait du consulting et de la correction où je passais derrière eux. Donc, c'était vraiment le format Done with You, ce qui me permettait en final de travailler que 2 à 4 heures par semaine par client pour un total de 5 000 € par client, ce qui est quand même assez cool. Donc, c'était 5 000 € sur 3 mois, je précise. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ouais, ce qui est trop cool avec ce système, ouais, du coup, en fait, ça prend du temps pour installer le système de formation, etc. Parce qu'il faut créer la formation, voilà, ça prend un certain temps. Mais une fois que c'est fait, en fait, c'est scalable. Donc, c'est ça que j'aime bien dans les offres de freelance. C'est un peu un autre aspect. Ça va un peu au-delà du scope du tunnel du livre. Mais si tu as un tunnel du livre et que tu as une offre qui est scalable ou qui est au minimum en done with you, où ton temps est peu proportionnel au nombre d'offres que tu vas faire, au nombre d'offres que tu vas vendre, eh ben, en fait, c'est le scale illimité. Tu as un tunnel de vente qui te permet d'acquérir des clients en illimité et tu as une offre qui est scalable. Donc là, c'est là que tu as vraiment la richesse. Et c'est paradoxal parce que de nouveau, je me disais, mais oui, mais les freelances, ils ne peuvent pas faire ça. Les freelances, ce sont des prestataires de services, machin, machin, machin. Mais non, en fait, si tu te focuses sur un problème, c'est ce qu'on va voir après, si tu te focuses sur un problème spécifique et que tu es ultra bon pour résoudre ce problème spécifique, je veux dire, tu peux faire ça. Je veux dire, il n'y a personne qui t'en empêche. Et les gens sont contents de payer 5 000 € parce qu'ils apprennent des choses. Moi, c'est aussi un modèle que je préfère personnellement pour… C'est vraiment une question de choix. Soit vous faites du done for you complètement parce que vous voulez positionner comme done for you, tout simplement. Soit vous faites du done with you ou do it yourself. Parce que moi, personnellement, c'est ma croyance que si je veux aider un entrepreneur qui est en train de se développer, je pense sincèrement que c'est mieux qu'il acquiert les compétences lui-même progressivement et que je l'accompagne dans l'acquisition de compétences plutôt que lui donner tout comme ça et basta. En fait, il ne va pas apprendre et il ne va pas savoir si ton contenu est bon aussi. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai remarqué récemment qu'il y avait de plus en plus de freelance, d'entrepreneurs en France, en Belgique, qui se lancent dans la création de livres et de tunnels du livre. On peut par exemple prendre Alexandre Dana qui a créé la méthode Live Mentor. Donc, c'est le CEO de Live Mentor. Live Mentor, qui est une entreprise d'accompagnement pour entrepreneurs, de formation, un organisme de formation pour entrepreneurs. Alors, il a écrit la méthode Live Mentor en 12 étapes. Qui est du coup un livre qui condense toute sa méthode et qui du coup est vraiment une carte de visite exceptionnelle pour amener des gens à découvrir son univers et à rejoindre ses formations. Il y a Thibault Louis et Maud Alaves qui sont tous les deux des influenceurs LinkedIn qui créent beaucoup de contenu. Et ils ont créé un livre Devenez inarrêtable sur LinkedIn, enfin, le manuel LinkedIn. C'est en version e-book. Mais ils en ont vendu un sacré bon nombre d'exemplaires. Et en fait, ce qu'ils ont après, c'est qu'ils ont du coup ce livre qu'ils vendent. Ils le vendent assez cher, malheureusement. C'est 150 € plus encore
des cours, enfin, il y a certains cours en plus du livre. Ce que je trouve un peu dommage parce que du coup, il bloque un peu l'accès à ce livre alors qu'en fait, un livre, tu dois le vendre le moins cher possible pour qu'il y ait le plus de monde qui le découvre, plus de monde qui s'imprègne de ta philosophie, de ta méthodologie pour justement avoir confiance en toi et pouvoir aller au niveau suivant qui est en fait chez eux, c'est un service de coaching. Sur le site de Maud, c'était, il me semble, c'était 12 coachings ou 10 coachings pour 4 500 €, donc, sur la création d'un personal branding. Et il y a aussi Alexis Minchella, qui est le créateur du bootcamp Tribu Indé, qui est un bootcamp pour se lancer en tant que freelance. Et ben lui aussi, il a écrit un livre, Freelance, l'aventurier dont vous êtes le héros. Le bootcamp se vend à 1 950 € pour 6 semaines, si je ne me trompe pas. Donc, ça veut dire que c'est assez intéressant et c'est un bootcamp. Donc, c'est aussi c'est du contenu plus des coachings. C'est scalable. Et il a son livre pour acquérir des clients en masse. Il y a 12 grandes raisons pourquoi le livre est vraiment un actif marketing, probablement le meilleur actif marketing qui existe aujourd'hui. En fait, une fois que tu écris un livre, tu te positionnes immédiatement comme un expert parce qu'il n'y a personne qui ne se sent pas expert qui va écrire un livre. Et c'est paradoxal parce qu'il ne suffit pas que tu sois un expert pour écrire un livre. Tu peux écrire un livre sans être un expert parce que tu vas quand même aider certaines personnes qui sont moins avancées que toi. Tu ne dois pas être l'expert numéro 1 pour pouvoir écrire un livre parce que tu vas toujours aider des gens qui sont en dessous de toi. Il y a toujours des gens qui sont en dessous de toi et tu vas toujours aider ces gens-là. Mais tu te positionnes comme un expert, en fait. Le livre, ça crée une espèce d'aura. Écrire un livre crée une aura autour de l'auteur. On a beau trouver ça injuste, mais en fait, dès qu'on dit c'est bête, hein, mais tu dis ça en dîner, à un cocktail ou quoi. Ouais, j'ai écrit ce livre-là. Quelqu'un qui vient de te découvrir dit ah waouh, t'es auteur, dingue. C'est bête parce que enfin, entre guillemets, c'est bête. Non, c'est pas bête parce que oui, un livre, c'est quand même du travail. Tout dépend à quel niveau est-ce que tu veux avancer et que tu veux développer ton livre. Euh, Ah, ouais. Euh, Ouais, ça dépend à quel niveau tu veux développer ton livre. Mais en soi, c'est un peu un biais psychologique de penser qu'être auteur, ça te crée une aura. Mais moi, c'est ce que j'adore parce que du coup, on va capitaliser là-dessus. Évidemment, que créer un livre, bah, ça crée tout un univers autour de toi et tu es considéré comme quelqu'un de plus avancé, plus expert. Un livre ne se périme pas. Et c'est ça que j'adore vraiment particulièrement dans le livre, c'est qu'un livre, tu peux le vendre, le revendre, le revendre, le re-revendre pendant des années. Le livre de Russell Brunson, il est toujours vendu, je viens le voir, les publicités sont toujours actives, ils ont même lancé des publicités aujourd'hui. Ça fait 7 ans que ce livre est en train d'être vendu et est en train d'être promu par Facebook Ads. Donc un livre, s'il est bien écrit, il ne se périme pas. Donc, c'est contrairement à tous les posts LinkedIn, contrairement à tous les emails. Alors, c'est un certain travail en amont, oui, mais ce travail en amont, qu'est-ce qu'il est intéressant, quoi. Qu'est-ce qu'il est important? Ça veut dire que si vous êtes sérieux dans votre activité, vous voyez encore travailler dans ce milieu-là pendant 10 ans, bah, un livre, c'est même 5 ans. Même 5 ans, si vous voulez, après 5 ans, vous voulez changer, mais écrivez un livre, vous prenez 2-3 mois pour écrire ce livre, et c'est fini. Un livre, c'est achetable sur un coup de tête. Ça, c'est super intéressant parce que les gens ne vont pas se poser 5000 questions sur est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai besoin. Non. Si le livre il est à 10 €, 15 €, 20 €, les gens ils peuvent acheter ça sans trop se poser de questions et finalement découvrir ton univers. Surtout qu'avec la méthode free plus shipping qu'on va voir juste en dessous, c'est encore plus achetable sur un coup de tête. Le livre apporte beaucoup de valeur à très bas prix. Il y a beaucoup d'auteurs qui peuvent se demander, qui me demandent en mode ouais, mais est-ce que je raconte toute ma méthode? Est-ce que je donne tous mes secrets dans mon livre? Et le truc est que oui, il faut donner tous ces secrets parce qu'en fait, tu vas montrer ta compétence. Au plus tu vas aller loin dans les détails de ta méthode, au plus tu vas montrer que tu as de la compétence et au plus les gens vont se dire waouh, ok, il y a beaucoup de choses à faire. Ok, je sais peut-être pas le faire moi-même. C'est pas parce que tu vas te donner un contenu dans un livre que les gens vont tout d'un coup vont être capables de le faire. Donc, ok, ils vont comprendre la méthode, ils vont comprendre la philosophie,
ils vont être convaincus par la philosophie, parce qu'un livre, c'est un long contenu, donc tu vas permettre de convaincre les gens assez facilement, vu que c'est sur du long terme, que les gens ils passent beaucoup de temps à lire ton livre. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont capables de le faire, en fait. Et ils auront toujours besoin d'aide. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des formations, des coachings, du consulting, de la prestation que tu peux apporter en plus pour soutenir cette prestation-là. Et évidemment, c'est des formats qui sont plus avancés, comme les formations, c'est un format qui est plus avancé. La valeur perçue d'une formation est plus avancée qu'un livre. Donc, tu vas pouvoir facturer plus cher. Tu vas le vendre sans doute moins de fois, mais tu vas pouvoir le facturer plus cher. Donc, le livre, c'est un contenu qui apporte beaucoup de valeur à très bas prix et donc qui se propage très bien, quoi. Donc, tu peux vraiment convaincre beaucoup de personnes à l'échelle. Évidemment, ça crée une relation de confiance avec l'auteur parce que le lecteur va passer entre 5 à 10 heures avec toi en train de lire ton livre. Bon, ça dépend de quelle taille est ton livre, mais c'est vraiment une relation de confiance qui va se nouer. Le livre se partage, comme je disais. Petite question, est-ce que vous avez déjà reçu le conseil d'un ami en disant « Oh, mec !» ou « Faut trop que tu lises ce PDF ». Est-ce que quelqu'un vous a déjà conseillé un PDF à lire? Perso, moi, personne ne m'a jamais conseillé un PDF ou une vidéo formation ou un webinar comme un truc en mode « Waouh, il faut que tu regardes ça ». Non, personne ne m'a jamais montré ça. Par contre, un livre, le nombre de fois où personne m'ont conseillé des livres et le nombre de fois où moi, j'ai conseillé des livres à des gens, c'est juste phénoménal. Il y a des livres que je conseille, genre typiquement Dotcom Secrets de Russell Brunson, c'est un exemple ici, là, maintenant, tout de suite, je vous le conseille. C'est un truc, genre, je fais sa promotion là gratuitement, quoi, parce que tellement je trouve son livre excellent. Ça rejoint un peu, le 8, ça rejoint un peu le fait que le livre, c'est intemporel. La durée du livre est longue, contrairement à un webinaire, contrairement à un PDF, contrairement à des formations gratuites, etc. Contrairement à des posts LinkedIn, la durée de vie est longue. 9, la valeur perçue d'un livre est grande, ça on l'a déjà dit. Tes prospects passent beaucoup de temps avec toi, ça on l'a déjà dit aussi. Le 11, ça se vend en masse, c'est facile à vendre, ça se propage facilement. Si vous voulez le vendre en physique, c'est possible aussi. Il y a plein d'outils qui le permettent de le faire en ligne pour pas cher. Amazon KDP le fait. Tu peux uploader ton livre, Amazon l'imprime pour toi et le livre pour toi. Tu n'as rien à faire. Magique. Et ça impacte des vies. Combien de fois quelqu'un vous a dit en mode « Ah ouais, ce livre-là, génial, quoi. Ça m'a vraiment reswitché, ça m'a permis de voir une autre réalité, ça m'a vraiment boosté. » Il y a quasi tout le monde que je connais qui lit un petit peu. Bon, évidemment, c'est un peu biaisé puisque du coup, ils lisent, mais beaucoup de gens ont été impactés en fait par un livre. Bon, ok, donc écrire un livre, ça a l'air cool en théorie, mais quid si je passe 3 mois à l'écrire et qu'il fait un flop? Alors là, c'est la grande question. Comment est-ce que je fais pour écrire un livre qui va vraiment intéresser? Comment est-ce que je fais pour écrire un livre qui va vraiment se vendre? Parce que la majorité, donc ça c'est un fait, la majorité des auteurs ne dépassent pas les 1000 exemplaires vendus. Ça, c'est un truc, il faut s'en rendre compte qu'il y a une partie d'Amazon, la face noire d'Amazon, où il y a 90% des livres qui sont vendus sur Amazon qui ne sont achetés par personne. On ne s'en rend juste pas compte parce qu'ils ne sont pas mis en avant par Amazon. Mais le truc, c'est que, en fait, quand on tombe dans cette idée de « j'ai peur que mon livre ne soit pas vendu », on peut tomber dans cette boucle de « je ne suis pas assez bon, je n'ai pas les compétences, je n'ai rien d'intéressant à dire, je n'ai pas un style assez prenant, moi je. » Et le truc, c'est que au plus on se dit, on prend les doutes en importance, au plus on met de la valeur sur ces doutes, au plus on se concentre sur nous-mêmes et le résultat qu'on voudrait que le livre ait pour nous. Alors qu'en fait, le vrai truc, ça paraît simple, mais c'est hyper vrai, c'est que tu ne dois pas écrire un livre pour toi, mais tu dois écrire un livre pour les gens. Pour les gens. Et donc, tu dois aider ces gens-là, en fait. Tu ne veux pas écrire un livre sur ta vie, tu veux utiliser ce livre comme un actif marketing pour ton business, oui, mais tu veux surtout aider les gens, en fait. Genre, tu dois te concentrer sur la cible spécifique que tu veux viser et tu dois être certain que ces gens-là sont prêts à dépenser de l'argent, même 5 euros, hein, même 5 euros pour un livre, eh ben, tu dois être certain que ces gens-là soient prêts à dépenser de l'argent pour pouvoir résoudre
leurs problèmes, leurs frustrations. Donc, ton seul et unique but, le seul et unique but de ton livre, c'est d'aider quelqu'un. Première étape pour aider quelqu'un, première étape pour écrire un livre qui va être vendu et qui ne va pas faire un flop, c'est d'écrire un livre qui va répondre à un problème douloureux. Je prends l'exemple ici de Elliott Meunier, qui écrit le livre « Arrêtez d'oublier ce que vous lisez » et de Bernard Croisil, « Tout sur la mémoire ». À votre avis, quel est le livre qui est le plus incisif? Quel est le livre qui donne le plus envie de lire? Celui d'Elliott Meunier ou celui de Bernard Croisil? Personnellement, moi, je suis bien plus intéressé par « Arrêtez d'oublier ce que vous lisez » de Elliott Meunier, parce que ça va tout de suite taper dans un problème, dans une frustration que j'ai énormément en tant que lecteur. J'ai énormément cette frustration de me dire « Putain, ce livre, je l'ai lu il y a 3 ans, j'ai déjà oublié ce que c'était. » Je vais te dire une idée, grand max. Tu passes 10 heures de ta vie à lire un livre et tu oublies ce que c'est. Ça, c'est un problème douloureux. Tout sur la mémoire, il y a peut-être le même type de contenu que dans le livre d'Elliott Meunier. Peut-être que c'est complètement identique, hein. Mais le fait est que le titre ici ne me parle pas du tout de mon problème, ne me parle pas du tout à moi en tant que cible. Probablement que le livre n'a pas du tout le même objectif aussi, hein. Je n'ai pas fait de recherche approfondie sur ce livre-là, mais donc c'est probablement pas le même objectif que celui d'Elliott Meunier, qui est probablement aussi un livre un peu plus marketing lié sur, justement, dans le but d'amener ses lecteurs en clients haut de gamme. Mais le fait est que, clairement, moi, si j'ai un problème, je vais tout de suite être attiré par Elliott Meunier parce qu'il tape dans mon problème, en fait. La question, c'est est-ce que le contenu de ton livre, c'est une vitamine ou est-ce que c'est un antidouleur? Les gens, regardez vous-même votre expérience à vous. Combien de fois est-ce que vous avez pris des vitamines dans votre vie et combien de fois vous avez pris des antidouleurs dans votre vie? La probabilité est que vous avez pris plus d'antidouleurs que de vitamines. Et c'est la même chose pour les produits qu'on achète dans le quotidien. On achète des produits pour nous enlever un poids, pour nous enlever une douleur plutôt qu'une vitamine. Alors, les livres, ça peut être aussi des vitamines. Mais le truc, c'est que c'est vraiment important à ne pas oublier, c'est que ton livre, le but, ce n'est pas de vendre ton livre. Ton livre, c'est un outil marketing. L'idée, ce n'est pas de vendre le plus de livres possible. L'idée, c'est de vendre le plus de livres possible à ta cible précise pour qu'ils achètent ton offre haut de gamme. D'où l'importance de cibler un point de douleur, un point de douleur fort et de ne pas vendre une vitamine. Parce que si tu vends un livre sur, je sais pas moi, un livre sur l'histoire, ok, un livre sur l'histoire, c'est intéressant. J'élargis ma culture générale. Imaginons Deuxième Guerre mondiale, super, cool, j'apprends des trucs. Cool, tu as écrit un livre, ça se vend bien, ça marche, trop bien. Mais est-ce que tu arriveras vraiment à vendre une offre haut de gamme derrière sur un livre sur la Seconde Guerre mondiale? Pas vraiment. Genre, non. Ou alors peut-être une expérience. Tu pourrais. En fait, tu pourrais. Si tu es ingénieur, tu pourrais. Si tu es ingénieur, tu te dis, voilà, je pourrais prendre une expérience sur la Seconde Guerre mondiale, aller me retrouver sur un musée, par exemple. Aller retrouver ce musée sur la Seconde Guerre mondiale à Paris, à Bruxelles. Ouais, donc tu pourrais. Mais c'est plus dur. Tandis que si tu focuses sur un problème spécifique, genre oublier la mémoire, eh ben, là, les gens ils vont avoir envie d'aller plus loin si leur problème est douloureux dans leur vie. Mais tout dépend de l'audience à laquelle tu t'adresses. Choisis une audience prête à résoudre ce problème sur le champ. Par exemple, tu vends un livre sur la mémoire. Donc, tu es Elliott Meunier, tu vends le livre, tu as une idée de livre en mode, voilà, moi, je connais quelques méthodes pour augmenter sa mémoire, etc. J'ai une compétence. Cool. À qui est-ce que je vais vendre ce putain de livre? Est-ce que je vais cibler les maçons qui passent leur journée à faire des maisons ou est-ce que je vais le vendre à des étudiants en médecine qui sont en train de passer leur examen et qui doivent retenir des quantités astronomiques d'anatomie, de biologie, de chimie, etc. À ton avis, quelle audience est la plus enclin à acheter ton livre? Et
par acheter ton livre, je veux dire quelle est l'audience qui est le plus enclin à acheter ton offre haut de gamme. Parce que c'est toujours ça qu'il faut avoir en tête. C'est ton offre haut de gamme. Ce n'est pas ton livre. C'est ton offre haut de gamme qu'on veut. Donc, même si ton livre s'adresse à moins de personnes, ce n'est pas grave. Le but, c'est que ces personnes-là soient ultra motivées pour ton offre haut de gamme. C'est pour ça qu'un livre business, c'est très différent d'un livre un peu mainstream qu'on peut voir. Et même les grands livres mainstream business, pour moi, ils ont eu pas de la chance, mais c'est trop… Tu peux être assez général. Par exemple, Dotcom Secret, c'est un livre qui est assez général sur le monde du business en ligne, etc. et le monde des tunnels de vente. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont spécialisés dans les tunnels de vente. Donc, est-ce que si aujourd'hui, j'écris un livre sur les tunnels de vente, est-ce que c'est intéressant spécialement? Ça peut, parce qu'en France, en Belgique, en Suisse, en francophonie en général, ce livre-là, il n'existe pas. Enfin, c'est en anglais, donc les gens qui lisent, qui savent pas, qui lisent pas en anglais, voilà. Tu peux toujours, si tu es le premier. Mais si tu en as déjà aux États-Unis, quelqu'un qui est expert en funnel, il ne va pas se dire, bon, je vais écrire un livre sur les funnels, parce que ce livre-là est déjà très connu. Tu pourrais concurrencer, ça pourrait fonctionner, je suis quasi sûr que ça pourrait fonctionner, mais c'est un peu trop généraliste. Ce qui pourrait être intéressant, par contre, c'est d'écrire un livre sur les tunnels de vente pour le tunnel il y a un Américain là, que j'ai vu récemment qui a écrit un livre sur la méthode du groupe Facebook. Comment convertir des clients, comment animer un groupe Facebook, comment convertir ses clients de groupe Facebook, comment convertir ses audiences de groupe Facebook en clients haut de gamme. Et il a écrit un livre juste sur cette méthode. Et ça différencie immédiatement des autres funnels machin généralistes parce qu'en fait, il a un funnel spécifique, ultra spécifique. Moi, par exemple, le tunnel que je vends, moi, je suis expert en tunnel, je pourrais faire plein de tunnels différents, mais en fait, je n'ai pas envie de le faire parce que je sais que c'est trop large. Du coup, c'est pour ça que je me suis spécialisé dans le tunnel du livre. C'est un type de tunnel, c'est spécifique à un véhicule précis. Imagine, tu écris un livre sur la créativité, donc un autre exemple. Tu as une compétence sur la créativité, tu es très bon pour développer la créativité, que ce soit chez les enfants, que ce soit chez les adultes, etc. Et tu te demandes un peu, bon, ok, quel type de livre est-ce que j'écris? Est-ce que j'écris un livre pour les enfants? Est-ce que j'écris un livre pour les artistes, pour les écrivains? Ce qu'a fait Julia Cameron. Tu pourrais l'écrire pour les enfants. C'est un livre qui marche très bien sur Amazon, celui-là. Mais vas-y pour vendre une offre à 5 000 € à un enfant ou même aux parents de l'enfant. Tu pourrais faire des offres un peu plus… Tu pourrais faire des offres d'accompagnement, etc. Il y a toujours moyen. Mais pose-toi la question, est-ce que c'est vraiment ce type de client-là que tu veux? Ou est-ce que c'est les écrivains qui, eux, leur besoin de créativité, c'est littéralement leur fonds de commerce. Si eux n'ont pas de créativité, en fait, ils ne savent pas écrire. Maintenant, ils ont ChatGPT pour pouvoir s'entraîner, mais quand même, il y a quand même un besoin fondamental de créativité en tant qu'écrivain. Donc, le problème est beaucoup plus douloureux chez les écrivains que chez les enfants. Donc, ta capacité à vendre un produit haut de gamme sera tu auras beaucoup plus facile à vendre un produit haut de gamme chez des écrivains que chez les enfants, si ton programme d'accompagnement, c'est sur la créativité. La vie est un peu trop courte pour tenter d'éduquer des enfants de 6 ans à la créativité en espérant que certains auront besoin de créativité dans leur métier plus tard. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Alors, il y a un truc aussi sur Amazon qui est un peu un piège, c'est qu'on se dit, bon, j'ai une compétence particulière, j'ai envie d'écrire un livre sur le sujet, je tape sur Amazon mémoire, créativité, copywriting, no-code, quelle que soit ta compétence, et tu vas inévitablement tomber sur des milliers de résultats de livres sur Amazon. Le truc, c'est qu'on se dit, OK, tous les livres ont déjà été écrits. En fait, c'est vraiment un piège parce que beaucoup de gens ne comprennent pas cette notion de ciblage par un problème douloureux et par une audience spécifique. Tu n'as pas besoin de ratisser large, comme je disais, je ne vais pas me répéter, mais tu n'as pas besoin de ratisser large, tu peux spécialiser sur un type d'audience. Donc, en fait, si tu te spécialises sur un problème précis, d'une audience précise,
tu peux très bien percer, même si tu as déjà 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 livres sur le sujet. Le nombre de livres business qui existent, bah, il y en a plein. Mais si tu arrives à cibler un problème et que tu proposes un résultat pour ce type d'audience-là, et que tu es certain que cette audience-là, elle est prête à payer pour avoir un livre et pour avoir une formation, pour avoir un accompagnement, pour avoir une offre haut de gamme, ton livre, il se vend en fait. C'est certain. Parce que tu vas résoudre un problème et tu vas les accompagner vers un objectif, vers un résultat. Pour tester ça, moi, je te conseille de faire entre 7, 8, 10 appels de découverte avec des clients idéaux. Donc, avant d'écrire ton livre, de parler avec des clients idéaux et de comprendre les désirs, les frustrations, les rêves et les peurs de ce client idéal pour bien cerner, pour bien être sûr de bien positionner ton livre. Car un produit qui résout un problème douloureux pour une certaine cible est toujours le bienvenu. Si ton livre, ton produit résout un problème douloureux, c'est toujours bienvenu. Si c'est bien fait, si c'est bien positionné, c'est toujours bienvenu. Quatrième élément, ça c'est un peu plus bonus, mais j'aime beaucoup cette notion d'hérésie, cette notion de mission de vie derrière ton business, qui va s'ajouter à ton positionnement. En fait. Donc, là, on a vu qu'il fallait se positionner avec un problème spécifique, douloureux, et avoir une audience spécifique en tête. Le troisième élément de ton positionnement que tu voudrais avoir, c'est une idée hérétique. Je m'explique. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Martin Luther, mais Martin Luther, c'était au XVIe siècle. Au XVIe siècle, c'est un moine allemand, et à ce moment-là, l'Église avait besoin de sous pour construire une grande cathédrale, une grande chapelle à un endroit que vous connaissez tous, le Vatican, la chapelle, la basilique Saint-Pierre, pardon. Et c'était des travaux faramineux. Il fallait énormément d'argent pour pouvoir financer ces travaux. Donc, le pape Pie X, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon les gars, qu'est-ce qu'on fait pour avoir un peu de sous? Parce que là, on est en dèche. Je ne pense pas qu'il a dit ces mots-là, mais voilà, on va illustrer ça comme ça. Puis il y a un gars qui a dit, voilà, il y a un cardinal qui a dit, bah écoute, et si on créait le principe des indulgences? Les indulgences, c'est quoi? C'est si tu as péché, à l'époque, si tu commettais un péché, tu allais en enfer. L'indulgence, c'est tu payes et tu évites l'enfer. Donc, il y a des moines qui, à travers toute l'Europe, se sont mis à prêcher le fait d'acheter des indulgences pour échapper à l'enfer, échapper au feu éternel de l'enfer. Et donc, il y a des milliers, des milliers, des milliers de personnes qui payaient pour pouvoir éviter d'aller en enfer. Et un jour, il y a Martin Luther, donc le petit moine en Allemagne, dans le village de Wittenberg, qui dit « Ouais, non, les gars, en fait, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Franchement, l'Église, elle va trop loin. L'Église, elle va beaucoup trop loin. Je suis contre ça. Je décide de me révolter. » Et il écrit 95 thèses contre cette idée d'abus de l'Église, pour dénoncer les abus de l'Église, et il le placarde sur la porte d'entrée de l'église de Wittenberg. Et ce jour-là, donc le 31 octobre 1517, ça a provoqué un raz-de-marée dans toute l'Europe. Et donc, de plus en plus de personnes se sont dit « Waouh, ok, c'est incroyable ce qu'il dit, c'est vrai, il a raison ». Plus la sortie de l'imprimerie, ce qui a fait que en fait, les thèses de Wittenberg ont été imprimées, réimprimées. En fait, ces thèses se sont propagées. En fait, il est vraiment arrivé à un bon moment parce qu'il y avait plein d'autres. Il y a eu plusieurs autres hérétiques avant lui, mais ils n'ont jamais eu le succès de Martin Luther parce que il n'y avait pas eu l'imprimerie. Donc, l'imprimerie a fait que c'est partagé, ça s'est partagé, et de plus en plus de personnes ont commencé à rejoindre son mouvement au point où Martin Luther a réécrit la Bible pour retrouver les principes originels de la religion chrétienne. Aujourd'hui encore, il y a deux mouvements. Il y a la religion catholique et il y a la religion protestante. Il a créé un mouvement séparatiste, il a créé un nouveau monde, il a créé une nouvelle idée
à partir d'une idée hérétique qui est que l'Église abuse, l'Église doit cesser ces choses-là. Un exemple un peu plus récent, c'est Tim Ferriss avec son idée hérétique de la semaine de 4 heures. Le métro boulot dodo, il y en avait marre, on en avait tous marre. C'était un trop-plein généralisé, les abus des employeurs, pas de sens au travail, travailler de 9 à 5 heures tous les jours pour pouvoir voilà, faire un travail un peu bullshit. Il y avait vraiment un ras-le-cul général. Il a écrit ce livre en 2007, La semaine de 4 heures, qui promettait un nouveau lifestyle, une nouvelle façon de gagner de la vie sur Internet, d'automatiser ses revenus, etc. Ça a cartonné. Encore aujourd'hui, j'ai offert ce livre à ma copine Noël dernier parce qu'elle en a marre de son travail et elle a envie de passer justement à ce côté formatrice plutôt elle est logopède. Elle a envie de faire de la formation pour accompagner les logopèdes à se lancer. Je lui ai donné ce livre-là justement dans ce but-là. C'est une idée qui est hérétique. Tu passes d'un modèle de métro boulot dodo à un modèle, tu n'as besoin de travailler que de 4 heures. C'est ça, en fait, c'est le petit grain de… Tu as raison, en fait, tu as raison d'être. Par exemple, tu n'as pas besoin que ce soit une raison d'être aussi grande, j'ai envie de dire aussi, qui ait un impact aussi grand que Martin Luther ou que Tim Ferriss, évidemment. L'idée, c'est d'avoir une raison profonde qui t'anime dans ce que tu fais. Pour moi, par exemple, c'est que je suis convaincu que n'importe qui sait s'écouter peut changer le monde avec son histoire. C'est-à-dire qu'il sait s'analyser, qu'il sait comprendre qu'est-ce qui peut vraiment aider mon client idéal. Je suis convaincu que n'importe qui a quelque chose à donner, en fait, a quelque chose à donner à d'autres personnes. Et c'est une perte sèche de croire qu'on n'est pas capable d'y arriver, qu'on n'a rien d'intéressant à donner au monde. C'est vraiment une perte sèche parce qu'en fait, tu évites le fait de pouvoir créer de la valeur. Parce que, on a tous de la valeur. Bon, ça rentre un peu dans le pathos, mais en gros, je suis convaincu que voilà, tout le monde a quelque chose à donner et que ton histoire, elle peut apporter quelque chose à quelqu'un, même si ce n'est pas aux personnes qui sont au-dessus de toi, mais il y a toujours des personnes qui sont en dessous de toi. OK. On récap pour le positionnement global. Écris ton positionnement sur une feuille de papier. Prends une feuille de papier, là maintenant, si tu en as une. Tu prends un bic, une feuille et tu notes la phrase « J'aide les clients idéaux à résoudre le problème spécifique douloureux que tu cibles grâce à ton véhicule, ta méthode, car je suis convaincu que ton idée est hérétique. » Par exemple, pour moi, j'aide les freelances et agences à scaler leur business grâce à un livre hérétique. Donc, j'ai appelé ça le livre hérétique. C'est ma méthode, comme je l'appelle. C'est mon véhicule. Car je suis convaincu que n'importe qui sait s'écouter peut changer le monde avec son histoire. Par exemple, pour un copywriter email, spécialisé sur les emails, mettons, pour les coachs en développement personnel, coach en bien-être. Le positionnement, ça pourrait être « J'aide les coachs à créer du lien avec leur audience grâce à des emails. » Non, ça c'est… Pardon, je suis déconcentré. Ça peut être ça. Ça peut être ça le principe, le positionnement initial. Ça peut être ça, si ce n'est que tu vas rajouter une idée hérétique en plus. C'est quoi? Oubliez cette phrase-là. Prenez cette phrase-là. J'aide les coachs du bien-être à nouer un lien fort avec leur audience grâce à des emails neuro-émotionnels. C'est la méthode que j'ai inventée, car je suis convaincu que chacun d'entre nous devrait se sentir en confiance pour être coaché. La cible, c'est les coachs de bien-être, c'est spécifique. Le problème douloureux, c'est nouer un lien fort avec leur audience, parce que c'est un truc que beaucoup de coachs n'ont pas, c'est de créer du lien avec une newsletter ou à créer du contenu, etc. Grâce à des emails neuro-émotionnels, c'est ma méthode, mon véhicule, car je suis convaincu que chacun d'entre nous devrait se sentir en confiance pour être coaché. Voilà, ça c'est mon idée hérétique. Voilà à quoi ressemblerait un positionnement. Prenez le temps de le faire vous, ici, là, maintenant, faites-le. Faites-le. Je vais laisser peut-être 1 minute pour le faire. À 12h07, on reprend.
Ok, ça va? Vous avez votre positionnement? Alors, ok, positionner ton livre sur un problème douloureux pour une cible précise, c'est bien. Mais est-ce que c'est suffisant pour vendre une dizaine d'exemplaires par jour? Donc, est-ce que c'est suffisant de se positionner? C'est là qu'entre le tunnel du livre à proprement parler, qu'une fois qu'on s'est positionné, il faut acquérir les clients. Oxmax, j'ai positionné mon livre sur un problème douloureux. Est-ce que je dois le mettre sur Amazon maintenant? Donc ça, c'est une question que je reçois assez souvent. La question, c'est que ça dépend ce que tu veux vraiment. Et en fait, je vais te dire concrètement pour ce que tu veux, c'est non. Si vous regardez Stan Leloup, c'est l'auteur de la chaîne Marketing Maniac. Il a écrit un livre, soit dit en passant, génial. Votre empire dans un sac à dos. Il est vraiment super bien écrit, super prenant. Mais pour moi, il a fait une erreur. Parce que pour connaître Stan depuis assez longtemps, je sais qu'il est hyper intéressé. Il est vraiment à cheval sur maximiser le revenu par client. Et le fait d'avoir mis sur Amazon son livre uniquement et d'autres revendeurs externes à lui, je trouve que c'est une erreur pour atteindre ce but de maximiser son revenu par client. Parce que quand on achète un produit chez Amazon, on a cette page-là, en fait. On reçoit le petit thank you, machin, votre commande a été placée. Et qu'est-ce qu'on a comme proposition? Eh ben, on a d'autres produits qui rentrent dans la logique de produits qu'on vient d'acheter, donc des upsells. Le problème, c'est que les upsells se font chez Amazon et pas chez toi. Donc, en fait, tu perds une occasion de convertir ton lecteur en client plus haut de gamme en le faisant progresser dans ton échelle de valeur. Amazon, c'est bien si tu n'as rien d'autre à vendre. Amazon, c'est bien si tu as juste un livre à vendre et que tu veux le partager au plus grand nombre de personnes. Ça, c'est cool. Génial, tu le mets sur Amazon. Tu peux espérer qu'il se vende. Le problème, c'est que avec notre audience à nous, on n'a pas une grande audience. Stan Leloup, quand il a lancé son livre, aujourd'hui, bon, je dis que c'est une erreur. Vous voyez qu'il a 812 avis à une moyenne de 4,5. C'est très bien, ou 4,7 même, je pense. C'est super bien. Mais lui, il a eu la chance d'avoir une audience colossale avant de lancer son livre et donc de pouvoir partager son livre à toute son audience. Et donc, ce qui a fait un effet où Amazon a reçu beaucoup d'achats et beaucoup d'avis positifs sur son livre, ce qui a fait que Amazon a remis en avant son livre sur la plateforme et qui a permis à d'autres personnes de découvrir son livre, etc. Donc, ça a fait un peu un effet boule de neige. Le problème, c'est que nous, si on n'a pas d'audience, il y a plus de chances que notre livre, notre fiche de livre, si on le met sur Amazon, ressemble à ça, avec un avis. Évidemment, ça ne pousse pas les gens à acheter ce livre encore plus s'il n'y a qu'un seul avis. La question, du coup, c'est comment est-ce qu'on fait pour que notre livre soit vu des milliers de fois par la bonne cible? Comme je vous ai raconté précédemment, tout a commencé le jour où j'ai découvert le livre Dotcom Secrets. Et donc, quand j'ai lu son livre Dotcom Secrets, je suis arrivé à la partie 5, à la section 5 de son livre sur ClickFunnels. Je me suis dit, OK, en fait, le gars, il essaie de me vendre son logiciel ClickFunnels. Mais en quoi est-ce que son livre, du coup, est utile dans son échelle de valeur? Comment est-ce qu'il a fait pour m'acquérir? Et donc, c'est là que je suis reparti sur la publicité et que je suis passé à travers toutes les différentes étapes par lesquelles il m'a amené pour quand j'ai commandé le livre. Donc, quand je suis arrivé sur une publicité, j'ai cliqué sur la publicité, je suis arrivé sur une page de vente qui était assez intéressante, assez captivante, avec beaucoup de bonus. Il y a eu 5 bonus qui avaient l'air assez intéressants, avec une offre qui était… Non, en gros, je reprends depuis le début. L'offre qu'il y avait sur la page de vente, c'était du free plus shipping. Ça veut dire quoi? Free plus shipping, ça veut dire que tu n'as juste qu'à payer les frais de livraison et d'impression pour recevoir ton livre gratuitement. Donc ici, il demandait 9,95 $ pour que ton livre soit livré automatiquement chez toi, imprimé, etc. En plus de ça, tu reçois 5 bonus et en plus de ça, tu as une garantie de dingue où tu dis, bah, écoute, si tu n'es pas content avec ce livre, tu me demandes un remboursement et je te rembourse.
Ça, c'est une offre irrésistible. Déjà de base, acheter un livre entre 15 et 20 euros, il y a une résistance à l'achat qui est assez faible. Mais quand même, il y a quand même une certaine résistance à l'achat. Il faut quand même s'assurer que c'est un bon livre, qu'il y a beaucoup d'avis, etc. Par contre, s'il te dit c'est gratuit, tu n'as juste qu'à payer les frais de livraison et d'impression, tu as droit à ce bonus-là, ce bonus-là, ce bonus-là, ce bonus-là, ce bonus-là. Tu n'es pas content avec le livre, tu m'envoies un simple email, je te rembourse et tu n'as même pas à me renvoyer le livre, je te laisse le livre. Si ça, ce n'est pas irrésistible comme offre, ce qui permet d'augmenter les chances d'acheter le livre. Et ça va être super important pour la suite. Parce que faire sortir la carte bleue du portefeuille de quelqu'un, c'est ce qu'il y a de plus dur. Une fois qu'on appuie sur le bouton « Oui, réserve-moi une copie », on arrive sur la page de paiement avec un order bump. Un order bump, qui est un petit produit. En l'occurrence, ici, c'est quand même 97 $, mais ça peut être moins cher. En général, c'est 20, 30, 40, 50 $. Au-dessus de 50 $, ça devient un peu, enfin, 50 €, ça devient un peu beaucoup quand même. C'est un petit produit que les gens peuvent rajouter à son panier juste avant de payer. C'est typiquement le petit chewing-gum qu'on achète quand on est à la caisse et qu'on poireaute en train d'attendre. Eh ben, on achète ce produit, hop, ça fait un order bump. Une fois qu'on commande notre livre, qu'on achète ou qu'on n'achète pas l'order bump, on est tout de suite emmené vers un upsell. Donc, c'est un deuxième produit. Ici, en l'occurrence, c'est le livre Dotcom Secrets audio plus 6 cours gratuits. Et j'aime bien ce côté. Bon, c'est un peu trop catchy, je trouve, comme page. C'est un peu trop, ça fait un peu trop vendeur arnaque sur Internet. Donc ça, je ne suis pas fan du design et la façon dont il présente le truc. Mais ce que j'aime bien, c'est le côté où l'offre où il dit, voilà, c'est 47 $ pour l'audio du livre. Et en plus, tu as droit à 6 cours gratuits. Et donc, le reste de la page, il te passe audio après audio, cours après cours, il te montre comment… il te montre voilà, les détails de l'offre. Donc, c'est le côté gratuit qui est intéressant. Tu achètes un truc et tu obtiens 6 trucs en plus gratuitement. Donc, ça te donne vraiment le côté où ça te donne envie d'acheter, en fait. L'upsell, ensuite, tu achètes ou tu n'achètes pas le produit. Tu es amené vers un deuxième upsell qui est un cours sur une formation sur le trafic. Comment est-ce qu'on gagne, comment est-ce qu'on attire des prospects vers son tunnel de vente pour le prix de 297 $. Et une fois qu'on achète ou qu'on n'achète pas, eh ben, on arrive sur une page de remerciement. Ici, en l'occurrence, il rajoute un dernier truc où il rajoute encore un webinaire, une formation, un webinaire, ouais, où il te vend encore un nouveau produit qui est à 1995, donc 2000 balles. Il te vend encore un truc à 2000 balles. Bon, le taux d'achat sur ce produit-là est assez faible, mais c'est l'idée derrière tout ça qui est intéressante. L'idée derrière tout ça, c'est quoi? C'est qu'en faisant acheter ton prospect, acheter le livre, pour vraiment essayer de lui donner le plus de valeur possible. Et c'est vrai, hein, franchement, on se dit que c'est un peu scammy sa façon de faire son tunnel de vente, mais c'est abuser le nombre de valeurs qu'on obtient grâce au livre, grâce aux différents bonus, rien qu'en achetant rien qu'en payant juste 10 balles, enfin c'est 20 balles à l'international, mais aux États-Unis, c'est 10 balles. Rien que pour 10 balles, c'est fou. Il n'y a aucun livre au monde qui a autant de valeur qui a autant de valeur pour si peu cher. Et ensuite, il augmente l'idée derrière tout ça, c'est d'augmenter le panier moyen par client, d'augmenter la valeur par client. Parce que quoi? Parce que l'idée, c'est de faire des publicités. L'idée, c'est de vendre ton livre, non pas sur Amazon, mais d'en faire la publicité via des Facebook Ads. Tu n'es pas obligé de faire que des publicités Facebook, tu peux faire par du organique, évidemment aussi. Mais l'idée derrière le tunnel du livre, vraiment la big idea du tunnel du livre, c'est que tu peux faire de la publicité tu peux faire de la publicité de ton livre et dépenser de l'argent pour que les gens cliquent sur ta publicité et achètent ton livre parce que tu as des upsells derrière. Et c'est les upsells derrière qui sont importants parce que tu vas augmenter la valeur par client. Par exemple, si tu dépenses 20 € en publicité Facebook pour acquérir un client qui achète un livre, mettons, à 9 €. Donc, 9 €,
c'est même pas de l'argent que tu gagnes parce que tu dois payer l'impression et la livraison. Donc, tu perds les 9 euros. Donc, pour l'instant, tu as dépensé 20 euros. Si maintenant, tu fais un order bump à 37 euros, mettons, et que 20% des personnes achètent cet order bump à 37 euros, que ton upsell numéro 1 à 47 euros, qui est 15 personnes qui l'achètent, 15% des personnes qui l'achètent, et que ton upsell numéro 2, il y ait 4% des personnes qui l'achètent à 197 euros. Ce qui fait que, au lieu de perdre 20 euros, directement par client, tu passes à une valeur par client de 22,33 €. Tu pourrais rajouter les 9 euros, mais ici, je les ai supprimés parce que c'est des frais que tu payes. Donc, tu as une marge en fait, de 2,33 €. Et cette petite marge de rien du tout, on se dit, bah, c'est rien. Mais ce qui est génial, c'est qu'en fait, ça veut dire que automatiquement, parce que si tu remarques, ici, c'est des formations, c'est des trainings en ligne, c'est des produits digitaux, c'est de l'audio, c'est des vidéos. Si c'est un webinaire pour une formation, je ne sais pas si c'est 100% en ligne, mais en tout cas, ce time to pay, ce n'est pas super important. Il se fait que tous les produits qu'il vend ici en upsell sont des produits qui sont complètement scalables. Ce qui fait qu'il peut vendre ça autant de fois qu'il veut. Et donc, s'il y a une marge positive, ça veut dire qu'il peut lâcher le budget en publicité. Parce que ce qui est le plus dur en business en ligne, c'est d'acquérir des clients froids. Et une fois que tu sais acquérir des clients froids, eh ben, c'est juste illimité en fait en termes d'acquisition. Parce que si tu es rentable dès le jour 1 avec un tunnel du livre, tu peux lâcher le budget. Ce n'est pas là-dessus, de nouveau, que je sois bien précis, ce n'est pas là-dessus que tu vas gagner ton argent. Ce tunnel du livre, le seul but de ce tunnel du livre, c'est de rentabiliser tes publicités dès le jour 1. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que tu as acquéri ces clients, qu'ils aient acheté juste le livre, juste l'order bump, juste le livre plus l'order bump, ou juste le livre, order bump et un ou deux upsells, toutes ces personnes-là, ce sont des personnes qui ont dépensé de l'argent pour toi. Et quand tu dépenses de l'argent pour quelqu'un, ton attention, ta valeur émotionnelle, ton engagement émotionnel pour cette personne est bien plus important que la personne à qui tu as téléchargé un guide PDF il y a 3 jours. Genre, tu l'as déjà oublié, la personne qui t'a téléchargé un guide PDF. On s'en fout. Alors que là, si tu achètes un livre, le livre, il est physique, il est là, et que tu as acheté en plus des formations, etc., eh ben, tu as un engagement émotionnel qui est bien plus grand que tout ce que tu peux avoir d'autre dans le marketing du web. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des clients qui sont qualifiés évidemment, pour ton offre haut de gamme, ton service, ton accompagnement, ta formation, peu importe. Donc, le tunnel du livre, le but, c'est d'augmenter la liste email de clients. J'insiste sur le terme client parce que client et lead, c'est quand même des relations qui sont très différentes. Tu gagnes beaucoup plus d'argent si tu shootes un email à une liste qui a déjà acheté chez toi plutôt qu'à une liste qui n'a pas encore acheté chez toi. Et donc, ces clients-là, tu leur envoies des emails, tu fais une stratégie un funnel de follow-up, un tunnel, ce que j'appelle le tunnel invisible, le tunnel de follow-up. Tu vas envoyer des emails, tu vas essayer de les avoir en call, essayer de les faire acheter ton offre haut de gamme. Là, tu peux faire des calls, là, tu peux faire un formulaire pour que les gens appliquent, postulent, candidatent pour ton offre haut de gamme. Donc, toi qui as dépensé 20 euros, tu as gagné 22 euros, donc 20 euros sur Facebook Ads pour acquérir un client, 22,33 € tu as gagné par ton tunnel grâce à tes upsells. Donc, tu as une marge de 2,33 € upfront. Et après, évidemment, tu as ton offre high ticket de 5 000 euros. Et donc, tu as une marge totale de 5 002 euros. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette partie-là, c'est vraiment le fuel. C'est ce qui va permettre à ta machine d'acquisition de tourner. Et après, ce que tu vends et l'argent vraiment que tu gagnes, c'est les 5 000 euros. Et c'est ça que tu veux en fait. C'est sur ton offre haut de gamme, évidemment, que tu vas faire ton argent. Petite précision, si les coûts d'acquisition sont plus grands, sont plus élevés que 20 euros, sont 25, 30 euros, c'est possible dans les marchés un peu plus concurrentiels, marketing typiquement.
et que tu gagnes que 20 € grâce au tunnel de vente et que tu fais une perte de 10 € par client, ce n'est pas si grave que ça parce que si tu as une offre qui est qualitative, qui se vend bien en haut de gamme, tu sais très vite amortir ces coûts-là. Je comptais faire une étude de cas, mais je pense qu'on l'a déjà faite ici avec Russell Brunson et Dotcom Secrets. On en a déjà assez parlé, donc je pense qu'on va pas la faire. C'est un autre livre de Russell Brunson, de Traffic Secrets. Juste pour dire qu'en fait, il y en a plein. Des tunnels du livre, il y a beaucoup il y en a des freelances, des entrepreneurs qui vendent des livres pour leur business dans la francophonie, mais très peu utilisent cette méthode du tunnel du livre. Donc, utiliser un livre, c'est une bonne première étape, c'est génial, c'est une carte de visite incroyable, etc. Mais utiliser le tunnel du livre pour vraiment se scale, ça, il y en a très peu qui l'utilisent. Il y en a beaucoup, c'est beaucoup des Américains qui l'utilisent. Et typiquement, ici, c'est des niches qui sont assez variées. Donc, il y a par exemple, ici, Lisa Smith qui vend le livre The Angry Parent. Donc, c'est vraiment comment trouver la paix avec ses enfants, comment communiquer efficacement avec ses enfants, etc. Donc, elle utilise un tunnel du livre aussi pour scaler son business. Il y a le mindset 10X, le 10X Rule de Grant Cardone. Il y a The Nuclear Effect de Scott Oldford. Nuclear Effect, c'est 6 piliers pour construire ton business. Il y a la méthode Ask de Ryan Levesque. Ask, c'est comment poser les bonnes questions à tes prospects, etc., pour comprendre pour comprendre ce qui est vraiment important chez eux et pour créer des offres qui sont intéressantes, créer des campagnes marketing intéressantes. Alex Hormozy, avant d'écrire son livre sur 100 million dollar offers, il a écrit un livre, Gym Launch, pour aider les entrepreneurs qui voulaient lancer des salles de sport à se lancer. Voilà, c'est assez, comme on peut le voir, il ne doit pas vendre des millions de livres comme ça. C'est super niché, quoi. C'est les entrepreneurs qui veulent lancer leur salle de sport. Tu n'en as pas des millions, quoi. Et Jim Edwards, qui a fait, du coup, pour ceux qui sont copywriters, qui a fait un livre sur Copywriting Secrets, qui a fait un book funnel. Je vous invite à aller les regarder, ces book funnel séparément, enfin, après le live. Vous pourrez un peu analyser les différents arguments et acheter les différents livres. Moi, je vous conseille d'acheter les livres comme ça en triple shipping. Ce sera peut-être plus cher parce que si c'est des Américains, alors ils font livrer ça en Europe. Mais comme ça, vous regardez un peu les tunnels de vente, vous analysez un peu leur page de vente, qu'est-ce qu'ils offrent en order bump, qu'est-ce qu'ils offrent en upsell 1, qu'est-ce qu'ils offrent en upsell 2, qu'est-ce qu'ils mettent sur la thank you page, etc. Donc vraiment, genre screenshotter tous les trucs, créer un swipe file, ce qu'on appelle un swipe file, donc un dossier de contenu concurrentiel ou pas spécialement concurrent, mais juste qui ont des bonnes idées marketing et vous créez un dossier pour ça, pour vous en inspirer. Alors, ceci conclut la fin de la présentation. Et si vous avez besoin d'aide, si vous vous dites que c'est un modèle qui est intéressant pour votre business à vous, vous dites, OK, c'est vraiment le moment de me dire, j'ai une offre qui est intéressante, j'ai envie de la vendre, soit j'ai envie de créer une offre un peu plus scalable, donc vous voulez mon aide pour switcher votre offre de prestation pure et dure à une offre un peu plus scalable, soit vous voulez de l'aide sur comment tester votre concept de livre. Il y a une méthode que j'utilise, le Minimum Viable Book, pour tester ton livre rapidement sans devoir passer 3 mois à écrire ton livre. Écrire ton livre sans que ça prenne 6 mois. Donc, vraiment, si tu veux vraiment écrire ton livre, ton grand livre, si tu veux de l'accompagnement sur comment écrire ton livre, si tu veux éditer ton livre, si tu veux concevoir ton échelle de valeur et ton tunnel pour être sûr que ton offre avec tes bonus est cohérente avec tes upsells et tes order bumps, si tu veux de l'aide sur le copywriting de ton tunnel de livre, si tu veux de l'aide, comme je disais, sur ton offre haut de gamme, si tu veux de l'aide sur la séquence de suivi pour faire passer ton client de livre, client qui a acheté ton livre, en un client, donc un client à 10 €, en un client haut de gamme, entre 1000, 5000, 10 000 €. Donc, feel free, contacte-moi par Messenger, Maxime Lemaire sur Facebook, sur LinkedIn, Maxime Lemaire aussi. Mon email, c'est maxime@thecopygang.com, mais j'imagine que vous l'avez tous. Mon WhatsApp, +32 478 67 10 68.
pouvez me contacter par WhatsApp, par Messenger, par email, par LinkedIn, comme vous préférez. Euh, voilà un peu de tout. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce tunnel, par rapport à tout ce cours? Est-ce que vous avez des